Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons donc notre table ronde de mobilisation générale après la crise, l'enjeu de l'attractivité et du recrutement. Pour vous accompagner donc sur ces échanges, nous sommes deux animateurs. Donc je vous présente Laurence Julien Flagel, qui est coordonnatrice générale des soins au CHU de Brest. Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'accompagner donc Alexandre Morand, directeur des ressources humaines au CHU de Rouen. Et nous allons démarrer la présentation des participants en commençant par Yves Le Gouguec. Vous êtes président de Dragueur France, qui est une société familiale européenne qui a pour mission de mettre à disposition la technologie pour la ville, pour les établissements de santé, pour la sécurité civile et les autorités civiles et militaires et des secteurs industriels. En France, Dragueur représente un peu plus de 400 collaborateurs. Nous accueillons également Christophe Philibert, qui est directeur des affaires gouvernementales et publiques chez B. Braun, qui est également une entreprise familiale européenne sur les technologies et dispositifs médicaux, qu'on connaît bien dans les blocs opératoires, dans les services plutôt de soins critiques. Et vous êtes présent dans 110 pays avec plus de 2000 salariés en France. Nous avons ensuite trois intervenants du secteur hospitalier. Nadège Baye, vous êtes directrice générale du CHU de Dijon, établissement donc de référence qui compte plus de 7500 agents. À vos côtés, nous avons le docteur Willy Serge Mfam. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur de formation. Vous êtes chef de pôle anesthésie réanimation et également président de la commission médicale de groupement du Loiret, et vous travaillez au CHR d'Orléans. Pour finir, nous accueillons Frédéric Varnier, donc directeur général du CHU de Caen, établissement donc de référence sur la région normande, et vous avez à piloter un établissement qui compte plus de 5800 collaborateurs. Le thème de cette table ronde mobilisation générale est assez illustratif. Nous avons évidemment aujourd'hui un secteur hospitalier qui a été fortement mobilisé ces derniers mois, ces 2 dernières années, sur notamment cette crise sanitaire sans précédent, et des enjeux ont été évidemment exacerbés. C'était des enjeux qu'on connaissait déjà initialement, des enjeux d'attractivité, de fidélisation, de sens au travail, de conditions de travail dans un environnement qui est aujourd'hui très concurrentiel et soumis à un niveau de complexité important. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les établissements de santé, et notamment les CHU, ne peuvent plus forcément utiliser les mêmes fonctionnements de recrutement que précédemment, et le simple secteur d'activité ne suffit plus à recruter et à fidéliser un certain nombre de professionnels. Donc dans ce contexte-là, comment les établissements peuvent adopter de nouvelles stratégies, s'adapter et définir de nouvelles politiques? L'enjeu qu'on souhaite partager avec vous sur ces quelques échanges, c'est de pouvoir donc réfléchir sur les éléments mis en œuvre au sein du secteur hospitalier et de bénéficier également d'un regard croisé avec nos deux intervenants qui viennent d'un secteur évidemment connexe, mais pas directement issu du secteur de la santé. Je commence peut-être une première question. Madame Baye, l'hôpital, donc service public préféré des Français, dont le rôle essentiel n'est plus approuvé, encore moins au sortir d'une crise sanitaire. Pourtant, nous faisons cette table ronde sur des enjeux d'attractivité et de fidélisation. Comment vous expliquez ce paradoxe apparent? Paradoxe apparent, en effet. Je pense que, alors, le constat, nous le partageons tous, et vous l'avez rappelé, il ne date pas, à vrai dire, que du Covid. Un de mes collaborateurs me rappelait qu'une enquête faite en 2019 montrait que 97% des établissements de santé déploraient des difficultés de recrutement. J'envie les 3% d'ailleurs qui n'avaient pas de difficulté de recrutement, mais il est clair que la situation s'est aggravée aujourd'hui avec une situation qui dépasse le secteur de santé, il faut bien le dire, des difficultés de recrutement qui marquent à la fois l'ensemble des secteurs industriels. Je pense que
les personnes issues du monde de l'entreprise le confirmeront. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous avons aujourd'hui une mission de soins, une continuité des soins qui est particulièrement difficile à tenir et donc qui vient acutiser vraiment chaque difficulté de recrutement que nous rencontrons. Et donc ce qui finalement se gérait au fil de l'eau avant la crise, aujourd'hui, depuis la crise, avec une attente différente de nos équipes aussi, nécessite une réponse beaucoup plus large que celle que nous avons pu essayer de trouver les années précédentes. Je dirais également, nous sommes dans un stand CHU, mais peut-être plus que jamais, la crise a montré la responsabilité territoriale que nos établissements ont marquée. Et donc, l'enjeu de recrutement que nous avons au sein des CHU, nous devons le penser d'emblée en territoire. La difficulté ou l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est une attractivité qui serait une attractivité uniquement d'un établissement, mais qui pourrait assécher un territoire et ainsi encore plus marquer et aggraver des inégalités d'accès aux soins et puis des difficultés de fonctionnement. Donc il y a vraiment une approche importante 360 à renouveler sur nos process de recrutement, sur nos process de valorisation de nos établissements et à changer nos modèles de référence, en tout cas à inventer. Pour autant, vous l'avez dit, le service public c'est de santé et l'hôpital est le lieu préféré des Français pour le service public. Nos professionnels, et il faut le dire aussi, dans une grande majorité sont fiers d'exercer dans nos établissements. Donc nous avons des valeurs à porter. Peut-être que le paradoxe, c'est que nous n'assumons pas, nous ne valorisons pas assez l'ensemble de cette fierté qui est pourtant portée par nos professionnels. Monsieur Le Gouguec, vous, au sein de votre entreprise, quel regard portez-vous sur cet enjeu d'attractivité du champ hospitalier ? Alors en lien ou pas avec le Covid, est-ce que le Covid a fait évoluer les aspirations de vos professionnels sur le plan de l'attractivité et modifier leur rapport au travail? Alors oui, le Covid a eu un impact. Juste pour rebondir, oui, l'hôpital, ça fait longtemps qu'on en parle, de ces problématiques qui ne datent pas du Covid. Et puis il ne faut pas oublier que l'hôpital public a dû absorber. Nous, on est des entreprises, on est 400 en France. Quand je vois des CHU qui sont 5000 et 7000 sur un territoire, c'est énorme. Mais les CHU et les hôpitaux publics ont dû absorber coup sur coup les 35 heures et la T2A. Ce qui a quand même perturbé un petit peu tout ça. Et tout ce qu'on paye maintenant, ça vient aussi un petit peu de très loin. Alors il y a des parallèles avec l'entreprise, je pense, même si l'échelle est complètement différente. Dräger dans le monde, c'est 15 000 personnes. Un CHU, c'est 7 000 et 5 000. Vous voyez, c'est Dräger dans le monde, c'est 3 CHU. Pour relativiser un petit peu les choses. Donc c'est plus facile pour une entreprise comme Dräger en France où on est 400 que gérer un CHU sur un territoire où il faut trouver 7000 paramédicaux, médicaux, administratifs et support et management. La crise du Covid a complètement changé la donne, a donné en ce qui nous concerne plus de sens à notre métier, mais avec un enjeu d'humain, et j'insisterai dessus beaucoup, d'humain. C'est au-delà du sens qu'on communique, c'est aussi une conversation qu'on doit avoir avec chacun des individus pour les accompagner, et la composante d'accompagnement managérial, mais aussi d'accompagnement de nos managers est fondamentale. Et on pensait que le monde d'après dont on parlait déjà en mars 2020, vous vous rappelez, on se dit oui, le monde d'après ça va être super. Et on avait bien tort tous, et donc je trouve que le sujet est tout à fait opportun. Et pour moi, donner du sens c'est bien, mais ça passe aussi et surtout par l'accompagnement des managers et l'accompagnement managérial des équipes, qui me semble fondamental, et on pourra le creuser sans doute. Merci. Monsieur Philibert, est-ce que vous êtes en accord, est-ce que vous partagez ce regard? Oui, je suis en accord. Effectivement, la crise de l'attractivité dans l'industrie, elle existe, mais elle n'est pas du tout à la même échelle que la vôtre. Nous, on la connaît sur des jeunes générations,
avec un turnover extrêmement rapide des jeunes générations, et puis on la connaît aussi sur quelques métiers en tension, mais qui évoluent. En ce moment, c'est les fonctions qualité réglementaire, les fonctions digitales, demain, ça sera d'autres fonctions. Donc cette crise de l'attractivité, on la voit, mais à une échelle très différente de vous. La vôtre, on la voit au quotidien, parce que comme vous êtes nos partenaires et nos clients, on voit à travers nos interactions avec vous le manque de temps, le stress, la charge mentale, comme on dit, la fatigue des équipes. Donc ça, on est de tout cœur, on va dire, on est de tout cœur avec vous. Oui, ça a pas mal changé les pratiques de nos côtés, je pense qu'on reviendra dessus, en termes de levier d'attraction des gens, de levier de rétention. Alors j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que rétention, on a l'impression qu'on les garde de force, de loyauté, on va dire. Mais on a mis en place... je trouve qu'on a fondamentalement changé nos politiques de ressources humaines dans les 2-3 dernières années. Parce que le rapport, un peu contraint et forcé, hein, le rapport au travail, le télétravail, tous ces changements, je le disais, la loyauté des jeunes générations, mais on a fait des changements profonds dans nos politiques de ressources humaines. Je pense qu'on reviendra dessus après peut-être. Ça sera intéressant de détailler, de rentrer dans le détail. Pour continuer, donc vous nous dressez en réalité donc un tableau finalement assez systémique, d'une difficulté d'attractivité qui trouve son origine sur des éléments qui sont parfois plus anciens. Ma prochaine question est évidemment un peu provocatrice, mais finalement, peut-être Dr Mfam et vous également, après M. Varnier, si la cause est systémique, en quoi un président de CMG ou un chef de pôle et en quoi un DG peut vraiment finalement renverser la table et inverser complètement la tendance? C'est vrai que le problème est systémique, mais comme vous le savez, il est aussi à regarder à l'aune de chaque territoire. Parce que votre territoire soit un territoire semi-rural ou complètement urbain, la problématique est différente. Parce qu'il faut faire venir des professionnels. Quand c'est des personnels médicaux, il faut que ce sont des gens qui ont un haut niveau de formation. En général, il y a la question du conjoint qui est à traiter aussi. Pour donner un exemple terre à terre, on a un phénomène de métropolisation très avancé dans notre pays qu'on ne prend pas toujours en compte. Vous avez la même chose au niveau du personnel non médical. Et donc, vous devez vous adapter à votre territoire. Et je pense que ma voisine disait qu'il fallait regarder la question de l'attractivité à l'échelle du territoire. Et alors, on rentre en mettant en place des processus qui ne sont pas forcément attendus. Je vais vous donner un exemple que je connais un tout petit peu. Le centre hospitalier de Châteauroux a recruté un chirurgien, ancien interne, ancien chef de clinique des hôpitaux. Un monsieur qui a eu la sympathie et l'envie d'aller s'installer à Châteauroux. Mais pour qu'il puisse continuer sa mission à Châteauroux, il fait de la chirurgie robotique au CHR d'Orléans. S'il n'y a pas cette coopération, l'hôpital de Châteauroux n'a pas son chef de service avec les compétences qui vont avec. Donc très clairement, les solutions d'attractivité, elles doivent être lues à l'aune du territoire. Et en ça, les directeurs généraux ou les présidents de commissions médicales ou de commissions de groupement sont des éléments importants parce que ce sont les acteurs de proximité, en tout cas à mes yeux. Et donc ils sont capables, à l'analyse de leur environnement, de proposer des solutions qui soient adaptées à leur environnement, malgré le fait que, effectivement, le problème soit systémique. Monsieur Varnier. Je vais prendre quelques détours pour répondre à votre question. Pour moi, l'attractivité, il y a deux sujets différents. Il y a l'attractivité telle qu'on peut en parler souvent, ça peut être le cas pour une entreprise, de dire on va chercher des talents, les meilleurs, des potentiels. Et c'est quelque chose qui, dans la culture privée d'ailleurs, est quelque chose de très ancien et qu'on ne s'est jamais tellement posé à l'hôpital sous cet aspect-là. À l'hôpital, il y a une culture de... c'est le service public, c'est l'engagement, il y a quelque chose d'assez naturel. C'est pas l'hôpital qui va chercher les professionnels, c'est les professionnels qui vont à l'hôpital. Et c'est vrai que là, on sent bien qu'on est à un moment de bascule de ce point de vue-là. On sent bien qu'on a un pied de côté par rapport à cette culture-là dans l'hôpital. Puis l'attractivité telle on l'évoque aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on fait cette table ronde, c'est mobilisation générale. On parle d'attractivité parce qu'on manque de monde. Et effectivement, quand on manque de monde dans une entreprise de travaux, bon, on peut se dire les chantiers arriveront un petit peu plus tard. Quand on manque de monde à l'hôpital, c'est des urgences qui ferment la nuit, c'est des choses très concrètes qui nous impactent au quotidien et qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, l'enjeu de l'attractivité à l'hôpital, il est double. Il est cette mutation culturelle que j'évoquais, c'est-à-dire de se positionner comme rechercher des talents, des gens sur qui on va investir,
qui vont faire carrière à l'hôpital, qui vont pas venir là par hasard. Avec en plus, on le sait, des attentes qui ont changé en termes de conditions de travail, etc. On peut y revenir après. Et puis deux, de résoudre ce qu'on vit actuellement, qui est une crise majeure comme on n'en a jamais vécu, qui est de dire, bah, essayons de trouver du monde. Et ça, pour moi, c'est à la fois ce à quoi il faut répondre tout de suite, mais en même temps, c'est un biais, parce que c'est pas comme ça qu'on parle d'attractivité normalement. Enfin, en tout cas, pour moi, l'attractivité, au départ, c'est pas ça. Là, on parle de recruter. Donc après, je pense que ce qu'a dit Nadège tout à l'heure était très important. C'est que la difficulté, quand on parle d'attractivité dans un monde où il y a du manque, c'est que ça veut dire qu'on prend à Paul pour donner à Pierre. Et c'est exactement le risque auquel on est confronté aujourd'hui. C'est que, sauf à se dire qu'on est capable de former des gens comme ça en 3 mois, l'attractivité qu'un établissement il va avoir, bah, ça va être la moindre attractivité pour un autre. C'est pour ça que je suis un peu gêné, parce que je trouve que le débat, il n'est pas sur l'attractivité, il est sur le recrutement et sur l'urgence. L'enjeu de l'attractivité, il y a 10 ans qu'il fallait se le poser. Moi, je ne sais pas si on est capable aujourd'hui de se projeter dans 10 ans, de dire on aura besoin de tant de cardiologues, parce que les évolutions des prises en charge en cardiologie, c'est ça. Donc on aura besoin de plus de cardio, moins de rhumatologues. Pardon pour les rhumatologues, si c'est un exemple pris au hasard. Pareil pour les infirmiers, pareil pour les évolutions pratiques sur les IPA. Si demain j'ai plus d'infirmières sur tel et tel type de compétences, est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de moins de médecins sur telle et telle spécialité? Toutes ces questions-là, elles se pensent maintenant pour dans 10-15 ans. Donc le débat sur l'attractivité aujourd'hui, c'est le débat qu'on n'a pas eu il y a 10 ou 15 ans. Voilà ce que je voulais dire en amorce. Oui, tout à fait. Je pense que ça sera intéressant en tout cas de reparler. Alors effectivement, quand on est dans le recrutement, c'est à court terme, comme vous disiez, quand ce qu'on prend à Paul, c'est pour redonner à Pierre. Mais effectivement, on voit bien que là, on a pris conscience, en tout cas, ce qu'on n'avait peut-être pas fait il y a 10 ans sur le travail sur l'attractivité. Il faut le démarrer dès maintenant, puisque c'est long. Et puis, c'est aussi un accompagnement, et vous l'avez dit, Monsieur Philibert, et je voudrais bien que vous puissiez rentrer un peu plus dans le détail sur les exemples, sur les politiques managériales que vous avez mis en place, en tout cas, pour justement préparer vos équipes sur l'attractivité. Alors, vous nous avez parlé de la jeune génération. Comment fait-on pour adapter les modalités, en tout cas, de fonctionnement d'une entreprise telle que la vôtre, pour qu'au quotidien, on réponde aux demandes des professionnels, mais également pouvoir faire fonctionner votre entreprise? C'est une question large, quelques exemples. D'abord, on est beaucoup plus en amont dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on a une politique beaucoup plus agressive, je dirais, qu'on appelle politique de campus, où on va dans les écoles, dès la 3e, dans les lycées professionnels, dans les universités, pour là parler de notre industrie, de notre secteur, et finalement pas prendre à Paul, mais pour ramener des gens dans la santé. Donc ça, on le fait beaucoup. Dans notre équipe de ressources humaines, on a maintenant quelqu'un à temps plein dont c'est le métier de faire de cette politique de campus, avec de la visibilité. Hein. Il y a des concours, il y a des challenges. On est identifié comme un employeur de choix pour les stagiaires, par exemple les alternants. Et on a, je crois, en ce moment, 60 alternants dans l'entreprise. C'est beaucoup. Et on nous dit même parfois qu'il y en a trop, parce que c'est du temps de formation, etc. Mais on s'est dit, si on ne faisait pas ça, si on n'allait pas chercher les gens très tôt dans leur parcours et leur réflexion, pour découvrir un secteur qu'on ne connaît pas forcément, le dispositif médical, on ne sait pas forcément ce que c'est, en tout cas pas au début de son parcours, et ben on se force à faire ça, en espérant évidemment que les gens restent après. Ça, c'est un premier élément de changement. Deuxième élément de changement, notamment pour les jeunes générations, et dans leur rapport au travail, hein, c'était un des points qu'on voulait évoquer, c'est sur le télétravail. Alors c'est sûrement beaucoup plus facile à faire pour nous que pour vous. Nous, on a des usines en France. Donc là, on a 5 usines, quasiment 2000 personnes. On ne peut pas leur dire, vous passez en télétravail. Par contre, pour toutes nos fonctions commerciales, support, relations avec les clients, où là, le télétravail s'est imposé au confinement, eh bien, on ne revient pas du tout à la situation d'avant. Je dirais presque, je vais être provocateur par rapport à ma présidente qui est dans la salle, mais je me lâche, on a complètement changé la logique. On est dans une logique où vous êtes au bureau et vous demandez des jours de télétravail, qu'on vous accorde ou pas. On est aujourd'hui dans le télétravail, c'est la règle, et vous revenez au bureau. Et vous revenez au bureau 2 jours par semaine au minimum, en accord au sein de l'équipe. Et ça change fondamentalement, quand c'est possible évidemment, parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire ça demain matin à l'hôpital. Mais ou peut-être pas, peut-être vous pouvez le faire pour certaines fonctions. Pas pour les soignants, c'est ça, qui est le cœur de votre problème. Mais là aussi, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos discussions avec
les candidats, les gens intéressés, c'est des éléments qui sont de plus en plus pris en compte. En fait, et puis il y a également la culture d'entreprise, mais je garde peut-être ça pour après, non? Où là, on insiste aussi beaucoup plus là-dessus pour se différencier et garder les gens, parce qu'on se rend compte que, vous en parliez, hein, le sens du travail, on le pensait évident, il ne l'est pas du tout. Il doit être il l'est moins qu'avant en tout cas, et il doit être réaffirmé et conforté au quotidien. Donc on fait beaucoup aussi pour ça. Mais je le garde pour le point d'après si vous voulez. Ouais, Monsieur Le Gouguec, est-ce vous votre retour d'expérience au niveau de Dreiger? Oui, c'est assez similaire. La marque employeur est fondamentale. C'est une compétition, hein, le recrutement. Sur les filières, chez Dreiger, on a une vingtaine de métiers différents, dans des secteurs différents. Et dans la filière technique, dans la filière commerciale, dans la filière tertiaire, dans la filière de la production, on est en compétition avec d'autres entreprises, parfois sans doute peut-être avec des personnes qui iraient travailler à l'hôpital. Et donc la marque employeur, la raison d'être de l'entreprise est de plus en plus demandée dans les recrutements. Pourquoi est-ce que je vais aller bosser chez Dreiger plutôt qu'aller bosser chez Bibrone? Même si d'ailleurs on a une raison d'être qui est assez similaire. Et donc on travaillait beaucoup dessus et on essaye de l'inculquer à toutes les strates de l'entreprise, d'avoir des ambassadeurs, des employés ambassadeurs pour promouvoir notre marque. C'est vraiment une compétition pour attirer les talents, comme vous le disiez, et la marque employeur devient de plus en plus important, notre engagement social, notre engagement environnemental, donc tout ce genre de choses. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. L'apprentissage, depuis 3 ans, ça a été multiplié par 3, avec d'ailleurs un taux de conversion qui augmente. On était à un taux de conversion de 1 pour 4, on est maintenant à un taux de conversion de plus de 1 sur 2, ce qui est plutôt positif, en particulier sur la filière technique. Mais tous les métiers sont en tension, donc c'est une compétition. Le télétravail, depuis 3 ans, on a assisté à une accélération fulgurante à laquelle il a fallu s'adapter et à trouver le point d'équilibre. Parce que moi je pars du principe que, alors évidemment on peut contraindre les gens de revenir au travail, mais mieux vaut leur donner envie de venir au travail. C'est mieux. Et donc contrairement à d'autres sociétés, on a investi dans nos locaux, on a rénové, tout le monde a un poste, on n'a pas de flex office parce qu'il y a besoin d'avoir des repères. Il y a des sociétés où ils sont 4000, ils peuvent se mettre n'importe où et ils arrivent à même avoir des logiciels de géolocalisation pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Puis avec les syndicats qui disent « Ah oui, mais si la géolocalisation, c'est quand je vais aux toilettes », enfin vous imaginez le truc. Donc on est des animaux sociaux, on est des êtres humains, on a besoin de se rencontrer. Et le point d'équilibre télétravail versus temps collectif doit être préservé parce que à moyen long terme, il faut que les valeurs de l'entreprise perdurent et elles ne se perdureront qu'au travers du collectif et pas au niveau de l'individu uniquement. Donc c'est tout ça qu'on met en place. C'est pas simple, mais on a l'avantage d'être plus agile parce que plus petit qu'un CHU et surtout, Dreiger, on a 400 employés sur toute la France. Un CHU, il a 5000 ou 7000 ou peut-être plus employés sur un territoire. Donc, entre guillemets, le terrain de chasse est plus contraint et la quantité est beaucoup plus importante. Donc on n'est pas donneur de leçons, c'est ça que je veux dire quand même. Merci à vous. Les éléments sont extrêmement intéressants et les enjeux de différenciation, je pense que là on est en train d'aborder un sujet qui est assez central. Monsieur Vernier, vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est ce que vous disiez également Madame Baye, finalement le niveau de ressources collectifs mobilisables pour l'ensemble de nos établissements est limité. Que ce soit à l'échelle d'un territoire ou que ce soit à l'échelle nationale finalement. Et bien sûr, la durée de formation pour des paramédicaux peut être 3 ans, pour des médicaux peut être évidemment beaucoup plus longue. Donc, il y a une certaine tension qui se crée mécaniquement. Pour autant, on a toujours des gens qui peuvent partir. Et donc, est-ce qu'on a quelque chose à faire par rapport à ça? Est-ce qu'on a quelque chose à changer? Est-ce qu'on a des modes de pensée à changer? Est-ce qu'on a des process à changer? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est faire venir des gens à l'hôpital, mais c'est aussi éviter qu'ils s'en aillent.
Et on voit aussi depuis quelques mois, ça c'est vraiment pour le coup l'effet Covid, des soignants qui quittent leur carrière, qui font un pas de côté, qui vont les faire, mais alors totalement autre chose, un métier différent. Alors peut-être reviendront-ils un jour aux soins, mais enfin en attendant, ils n'y sont plus. Et donc c'est vrai qu'au-delà du sujet de recruter, il faut qu'on arrive à déterminer les conditions qui font que quelqu'un qui est à l'hôpital aujourd'hui, qu'il y ait soit depuis récemment, parce que le turnover est très rapide sur les nouvelles générations, soit qu'il y soit depuis très longtemps, reste à l'hôpital. Donc les leviers, ils sont connus. Le premier, il est abordé très largement dans le cadre du Ségur de la santé, c'est la question de la rémunération. Même si on a coutume de dire que ce n'est pas l'unique motivation au travail, force est de constater que, on le sait, c'est un sujet chez les soignants. Quand on faisait des comparaisons européennes, il y a un sujet de rémunération des soignants. Quand je dis soignants, c'est les infirmières, c'est les médecins, auxquels le Ségur a apporté une réponse quand même significative, quoi qu'on en pense. Ça, c'est le premier levier, il est important. Reste, et c'est des sujets sur lesquels on travaille et qu'on observe aujourd'hui, que sur cette question de rémunération, il y a peut-être des sujets de différenciation, mieux tenir compte des réalités aussi des carrières, des engagements personnels des uns et des autres, et de la contrainte au travail. C'est pas la même chose quand on fait beaucoup de permanence des soins, on fait beaucoup de garde la nuit et le week-end, que quand on fait 8h, 17h qu'en semaine. Et donc ça se valorise sans doute différemment. Donc il y a encore des questions de rémunération à traiter sans doute, mais c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la qualité de vie au travail. On en parle là aussi beaucoup à l'hôpital. C'est un mot, on met 3 lettres, la QVT, bon, on en parle beaucoup, c'est pas nouveau. Mais la qualité du travail, maintenant pour les soignants, c'est certes la qualité du matériel, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi le fait de ne pas être appelé 2-3 fois par mois pour changer de garde, changer de week-end, revenir sur un congé, faire des heures sup. Chose qu'on fait bien volontiers, d'ailleurs faut le reconnaître, ça c'est quand même un milieu de contraintes, l'hôpital, comme il y en a très peu. Enfin, il y a peu d'entreprises ou milieux professionnels dans lesquels on a un tel niveau de contrainte inhérent à la fonction de soins. Et ça, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on n'a pas assez de personnel, de fait, on rappelle plus les gens. Et quand vous avez des enfants, un mari qui lui-même, ou une femme, enfin conjointe en tout cas, qui a lui-même des contraintes d'agenda, vous n'avez jamais le même week-end que votre conjoint, vous n'arrivez pas à aller chercher votre gamin à la sortie, à la crèche le matin, le soir, etc., eh bien, ça pourrit la vie. Et en fait, je pense que la qualité de votre travail, aujourd'hui, on la ressent essentiellement sur ce sujet-là. Je pense que si on fait un micro-trottoir sur les soignants, la question qui revient, c'est ça. C'est un petit peu de visibilité au quotidien sur mon planning. Alors, ça ne veut pas dire que les autres questions ne sont pas importantes, la qualité du matériel, etc. Bon. Donc tout ça, c'est le deuxième sujet, c'est la qualité de votre travail. Puis j'en mets un troisième pour passer la parole, qui est très important. On en a aussi parlé pendant le Ségur, c'est le sens au travail. Le sens au travail, c'est sans doute retrouver l'esprit d'équipe, retrouver du projet. On a beaucoup parlé de redonner de la proximité dans la gestion, dans le management hospitalier, remettre du management, j'allais dire mettre du management à l'hôpital, ou dans un milieu dans lequel on n'est pas encore coutumier du management. Et pour motiver, pour faire du collectif, ce qui est le cœur même de l'hôpital, il faut investir sur cette dimension-là. Et donc c'est à mon avis le troisième levier qu'il faut motiver. Puis après il y en a beaucoup d'autres, mais je vais laisser parler sur la crèche, sur beaucoup d'à côté, que je vais qualifier d'à côté, mais d'autres en parleront mieux que moi, pour fidéliser les gens et leur rendre le quotidien plus agréable. Merci Monsieur Bernier. Madame Baye, au niveau du CHU de Dijon, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement par rapport à ce que vient de dire Monsieur Bernier, en tout cas sur l'attractivité des professionnels, mais surtout au niveau du recrutement et comment on propose des conditions de travail, je ne sais pas comment il faut les qualifier, est-ce que c'est entre guillemets de normal, d'acceptable, voilà, donc je vous laisse la parole. Évidemment, c'est très bien au CHU de Dijon, donc venez au CHU de Dijon. Osons. Alors, tout d'abord, je partage complètement avec Frédéric les leviers. Peut-être dire que l'attractivité se pense tout de même. En tout cas, les leviers à décliner sont aussi à différencier selon les professionnels, selon les métiers. Il est clair que sur des fonctions plus industrielles, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux et les mêmes leviers que pour les professionnels infirmiers, aides-soignants ou les professionnels médicaux. Donc, premier élément, c'est déjà penser et être à l'écoute des aspirations des professionnels par identité professionnelle, si vous m'autorisez cette expression. Et comme vous l'évoquiez, monsieur, c'est pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et donc, le CHU de Dijon et mon équipe travaillent vraiment
avec les écoles et les écoles de la région pour aller rencontrer les jeunes professionnels, faire connaître le CHU, faire connaître le territoire. J'insiste vraiment là-dessus, j'y reviendrai. Sur comment on garde aussi nos professionnels et ça passe par différents éléments, à savoir des enjeux financiers, d'attractivité, proposer des bourses d'études parce que c'est important, ou proposer de l'apprentissage, et ça ce sont vraiment des leviers que nous avons qui ont été un peu ouverts, mais dont on ne s'est pas complètement encore saisi à l'hôpital, mais on sait que ce sont vraiment des leviers, y compris pour les professions paramédicales, recrutement d'aides-soignants via l'apprentissage, donc ouvrir les vannes d'autres modes d'apprentissage. J'entendais parler du mentorat tout à l'heure, accompagner sur les fonctions d'encadrement qui nous manquent aussi, donner envie d'être cadre, ça passe par d'autres leviers d'accompagnement. Et voilà, donc proposer des bourses d'études, proposer également des temps d'intégration pour faire connaître l'hôpital, pour faire organiser une transition entre le temps de l'étudiant et le temps du professionnel de santé. Alors ça peut paraître un peu étrange parce qu'au fond, la plupart de nos professionnels ont une formation via de l'apprentissage, via des stages, mais en fait la posture de l'étudiant n'est pas celle du futur professionnel, et donc s'approprier un environnement de travail, encourager cette notion d'équipe, j'y reviendrai pour moi, qui est vraiment centrale, et bien là aussi ça se travaille. Donc c'est un premier levier, faire connaître. Deuxième élément, eh bien, dans le cadre des accords locaux du Ségur, c'est pouvoir utiliser largement les moyens du Ségur, là aussi de façon différenciée en fonction des métiers, en fonction des situations de tension, mais rendre acteurs également nos professionnels pour qu'ils s'approprient leur environnement de travail. Et par exemple, les enjeux autour de la prime d'engagement collectif que nous avons largement travaillé avec les partenaires sociaux autour de thématiques comme la responsabilité sociale d'entreprise, le développement durable. C'est vraiment pouvoir aussi rendre acteurs nos professionnels sur leur environnement de travail. Et ça, très clairement, c'est un enjeu important. Les enjeux du sens maintenant. Parce que comme vous le disiez, c'est bien beau de recruter, encore faut-il pouvoir montrer que la promesse est tenue une fois que les professionnels ont rejoint notre établissement. Et donc là, c'est pouvoir ouvrir des parcours qui accompagnent finalement les aspirations de nos professionnels. Alors oui, les générations changent, oui, probablement qu'un jeune professionnel n'a pas tout à fait envie du statut, c'est pas forcément sa demande d'ailleurs, mais être capable d'avoir cette agilité. Alors, on est très agile à l'hôpital, moi je voudrais le dire quand même, le redire, sinon nous n'aurions pas tenu pendant la crise Covid. Cette agilité, nous pouvons la mettre au service également du management. Et peut-être sur les deux points, c'est pour conclure mon propos, je pense que sur les sujets de marque employeur, nous avons encore à progresser parce que nous avons je pense en termes de valeur, en termes d'environnement, des choses extraordinaires à montrer à nos concitoyens, et vraiment cette fierté à l'incarner, à la faire vivre. Et je crois aussi que nous avons des pratiques managériales qu'il faut encore accompagner, mais bon, à Dijon, vous savez, quand on travaille le lean management, on a vraiment, on déploie cette méthodologie, mais on travaille aussi avec du coaching pour nos managers. Et je crois que là, vraiment, on a des accompagnements managériaux qui prennent du sens. Et quand je rencontre une aide-soignante qui me parle lean et qui me parle de son quotidien, je pense que là, on est juste. Et il faut encourager et encore déployer ces sujets-là parce que réellement, la question managériale est centrale pour en effet pouvoir incarner au plus près les valeurs que institutionnellement un PCME, une directrice générale, un directeur général, évidemment, a pour mission de pouvoir proposer et incarner et accompagner sur un territoire. Peut-être dans le prolongement de votre propos, Madame Baye, Docteur Mfam, le management, qu'il soit médical ou soignant, semble évidemment apporter une place et un intérêt évident dans la situation qui est la nôtre. Toujours pour être un peu poil à gratter, qu'est-ce qu'on a à vendre aujourd'hui à un manager? De la difficulté, de la complexité, un niveau de reconnaissance parfois jugé insatisfaisant par les acteurs eux-mêmes. Donc la question c'est celle-ci, comment on fait
comment on motive, comment on forme, et est-ce qu'il y aurait une réflexion particulière, soignante d'un côté et médicale de l'autre? Alors, pour tout ce qui est management, que ce soit chez les médecins ou chez les soignants, il y a des efforts qui ont été faits récemment. On faisait allusion au Ségur. En particulier chez les médecins, les chefs de service sont reconnus dans le management, les chefs de pôle aussi, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, comme les présidents de CME. Mais très clairement, il y a une question du manager, mais je crois à l'hôpital. Quand vous êtes médecin, chef de service, c'est la plupart du temps le poste que personne ne veut occuper puisqu'on est responsable des problèmes. Et donc forcément, vu comme ça, vous ne donnez pas envie de vous saisir des problèmes. Vous êtes aux yeux des collègues le partenaire de la direction, c'est une infamie d'emblée. Et donc c'est pas forcément un aspect très vendeur. Comme ça je continue dans le sens de votre question. C'est pas très vendeur. Mais par ailleurs, on voit bien que des efforts ont été faits là aussi. La plupart des chefs de service maintenant ont une formation dédiée, une formation plutôt de niveau universitaire, ça dépend comment on s'organise, qui fait que les gens ils deviennent plus chefs de service, ce n'est plus inné. Le fait d'être chef de service, ce n'est pas forcément le fait d'être titulaire de nombreux diplômes ou d'avoir la reconnaissance des pairs qui fait qu'on est chef de service. Il y a un accompagnement qui permet de mieux appréhender les choses. Mais simplement, encore faut-il l'utiliser. Et là, pour le coup, dans l'organisation hospitalière, malgré ces formations-là, on ne peut pas dire que les gens aient la latitude de l'utiliser. Il y a encore une complexité administrative et même soignante qui fait que je ne pense pas que le chef de service, le chef de pôle aujourd'hui ait la latitude de faire ce qu'il veut. Il y a des améliorations, la loi permet, il y a de l'autonomie qui est cultivée, ça dépend de l'établissement, mais on ne peut pas dire que ce soit une autonomie qui permette la créativité toujours. Vous prenez chez les soignants, c'est la même chose, cadre de santé, je ne crois pas que ça se bouscule au portillon. Pourquoi? Parce que les fonctions exercées par les cadres sont des fonctions qui sont, je me permets l'expression, croupionnes par rapport à la formation qu'ils ont. Pour le coup, les cadres de santé ont une formation qui est bien codifiée, qui est assez solide, qui a plusieurs pans, mais qu'on n'utilise pas. En général, je le dis parce que j'ai aperçu ma coordonnatrice des soins. Là, pour moi, les cadres de santé, ils sont derrière l'ordinateur, derrière un tableur Excel. Bon, si la fonction principale du cadre de santé, c'est de jouer au planning, qui est un élément fondamental, tout le monde l'a dit ici, aujourd'hui du professionnel à l'hôpital, c'est assez réducteur et ça ne leur permet pas de manager au sens où ces messieurs en parlent. Donc sur le management, très clairement, il y a des efforts à faire, il y a des efforts pour donner une vraie autonomie aux gens, pour leur permettre d'exercer la fonction qui est la leur de manager, que ce soit en proximité ou même pour les médecins, pour qu'ils l'exercent réellement, que le management ne soit pas un enjeu de pouvoir, parce que c'est un autre problème, ça. On met beaucoup d'énergie à cela en oubliant de manager au sens réel du terme. Mais pourquoi c'est un enjeu de pouvoir? C'est parce que c'est très mal défini, il n'y a pas beaucoup d'autorité et que, en gros, c'est la loi de la jungle. Plus on est grand et fort, mieux c'est. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir le faire, en tout cas ceux qui se sentent une vocation de le faire. Et alors oui, on aura des managers bien outillés, il y a les éléments qui sont en place pour ça, qui ont envie de le faire et qui peuvent le faire, qui peuvent entraîner leurs équipes. Parce qu'on ne développera, madame, l'esprit d'équipe que si on permet à ces équipes de fonctionner. Et donc avec des leaders reconnus comme tels. Or, vous savez bien qu'à l'hôpital, comme dans d'autres endroits, le manager, la première chose qui est mise en face de lui, c'est un contre-pouvoir pour lui permettre de ne pas exercer son métier de manager. Donc ça ne permet pas toujours de s'exprimer clairement. Monsieur Philibert, vous souhaitiez intervenir pour compléter les propos. Oui, merci. En complément sur le management, peut-être deux choses qu'on a mis en place assez récemment et qui répondent à
un vrai besoin de nos collaborateurs. La première, c'est qu'on a une transparence beaucoup plus grande de nos résultats et de notre activité. C'est-à-dire qu'on publie nos résultats partout dans l'entreprise tous les mois. Il y a les mois où ils sont bons, les mois où ils sont moins bons, mais c'est transparent. On a des sessions, tout le comité exécutif, questions-réponses, et ça c'est pas toujours facile, où on se confronte avec des questions qui arrivent par vidéoconférence ou en direct. Mais on sent que les gens ont besoin de savoir, les collaborateurs ont besoin de savoir quel est l'état de l'entreprise, de l'établissement, de l'activité, etc. Ça c'est un premier élément de changement important. Et le deuxième, c'est de mettre des indicateurs, mais qui soient des indicateurs finalement communs à toute l'entreprise. D'accord ? Chacun était très content, on a, j'imagine vous aussi, des batteries d'indicateurs, mais qui sont finalement sur votre fonction à vous. Et vous êtes content parce que vous avez vos objectifs, mais vous n'avez pas forcément l'objectif plus global de l'entreprise. Pour nous, d'ailleurs, c'est le client. Est-ce que le client, les hôpitaux sont servis en temps et en heure, sont contents des produits, etc. On réintroduit ces objectifs communs pour absolument tout le monde. Ça, c'est aussi dans l'idée de créer du sens. On travaille tous pour la même chose qui est le client, le patient, etc. Et donc, c'est deux choses nouvelles qu'on a, enfin, qu'on faisait déjà, mais qu'on a renforcées et qui, je trouve, répondent à ce besoin de sens et de compréhension des collaborateurs qui comprennent la situation de crise, les difficultés, les postes vacants, la difficulté à recruter, par exemple, mais qui ont besoin de savoir où on en est et où on va. Merci, Monsieur Vernier. Peut-être juste un commentaire en écho à ce que vous avez dit. Moi, ce qui me marque, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui des équipes, sur la question du sens, c'est justement cette question de dire j'ai l'impression de passer une grosse partie de mon temps à ne pas faire mon métier. Et c'est un peu ce que vous dites en filigrane aussi. Alors ça ne vaut pas que pour le manager d'ailleurs. Force est de constater que l'hôpital il s'est complexifié mais c'est normal, dans sa réglementation, dans ses exigences de qualité, etc. Il s'est complexifié dans ses modes de fonctionnement techniques. Tout est interconnecté, on parle de dématérialisation. Alors il y a beaucoup de représentants de systèmes d'information sur ce salon, mais tous ces systèmes d'info complexifient énormément. Vous parliez de cas qui restent devant l'ordinateur, c'est quelque chose qui revient très souvent aujourd'hui chez les soignants au moins, c'est de dire je passe beaucoup de temps à faire du reporting sur ce que je fais et je ne suis pas au lit du malade. Alors c'est évidemment pas aussi caricatural que ça, mais c'est une réalité en tout cas que font valoir beaucoup de soignants. Et du coup, c'est vrai que pour rejoindre le débat de l'attractivité qu'on avait tout à l'heure sur finalement la pénurie qui est la nôtre aujourd'hui sur ces métiers, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de relibérer du temps soignant, qu'il soit infirmier ou médical. Et donc ça pose plusieurs questions. Ça pose, la question des compétences à l'hôpital. Si on veut que ça tourne bien dans une équipe de soins aujourd'hui, pour prendre bien en charge des patients, il faut que la logistique de l'hôpital, elle tourne. Si vous n'êtes pas attractif, je reviens sur l'attractivité, si vous n'êtes pas attractif parce que vous ne rémunérez pas bien le profil de vos logisticiens, de vos ingénieurs, et que vous n'attirez pas les bons, il ne faut pas s'étonner qu'après, l'hôpital, il a dans ses chaînes de fonctionnement quelques difficultés et que ça peut agacer quand c'est compliqué parce que la livraison de tel ou tel matériel, elle est un peu longue, elle est compliquée, etc. Il ne faut pas s'étonner. Sur les systèmes d'information, quand on sait que globalement dans un hôpital en France, on consacre en moyenne à peu près entre 2 à 3 fois moins en moyenne de budget qu'un établissement américain sur son système d'information, on se dit qu'effectivement on comprend que ça rame, qu'on n'a pas tous les logiciels interconnectés et que c'est très compliqué, que ça prend du temps et que les formulaires qu'il faut compléter sont parfois un peu longs pour les personnes qui le complètent. Je pense aux médecins sur le codage, je pense à plein de choses, enfin à beaucoup de sujets. Mais ça vaut aussi d'ailleurs pour l'administration qui est victime de ça. Tous ces sujets-là invitent à penser évidemment des métiers pour compenser. Quand on parle aux urgences de créer des métiers pour trouver des lits, quand on parle de secrétaires ou de postes plus administratifs pour soulager des fonctions de remplissage pour les soignants, etc., les assistants médicaux dans les cabinets de ville, etc., etc., on voit bien qu'il y a une logique aussi d'identifier des nouveaux métiers qui peuvent relibérer du temps soignant, en tout cas consacrer le temps soignant disponible et nos effectifs soignants sur ces fonctions-là. Mais on rejoint bien la question que j'évoquais de l'attractivité, c'est aussi de se donner les moyens de le faire. Et donc, c'est avoir des outils et des compétences sur d'autres sujets qu'on néglige à l'hôpital. Et c'est bien normal parce qu'on va plutôt justement chercher à investir sur le soin plutôt que sur la logistique, l'administration et ce type de compétences qui sont finalement tout aussi importantes. Je vais en parler là, j'en profite, on n'en parle pas souvent. Tout aussi importante à l'hôpital. L'hôpital, c'est 200 métiers. Et la question de l'attractivité, elle est effectivement très prégnante en ce moment sur la question du soin. Mais par ricochet, j'essaie de le montrer à l'instant, elle est très importante sur tous les autres métiers de l'hôpital. Je pense qu'on peut vous rejoindre en tout cas sur cette partie-là, du fait de recentrer sur leur cœur de métier en tout cas les soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, mais justement il y a beaucoup de tâches qui ont été développées et des activités nouvelles dans les dernières années au niveau des soignants qui doivent être
pris en charge par d'autres professionnels, et vous avez tout à fait raison sur la technicité, la haute technicité aussi de ces professionnels pour pouvoir être complètement efficace et venir en appui en tout cas au niveau des soignants. Dans le prolongement de ces éléments, donc il y a évidemment un travail là sur les conditions de travail que vous dessinez. On était parti aussi du sujet de la subsidiarité peut-être un peu plus grande, nécessaire sur les fonctions d'encadrement de proximité. Et donc quelle formation, quel niveau d'autonomie. Ce que vous décrivez là, Monsieur Varnier, il y a aussi peut-être potentiellement un risque de segmentation encore davantage finalement des activités, ou en tout cas d'un niveau... une plus grande pluralité d'intervenants au sein d'un objectif commun, et donc ça questionne aussi peut-être finalement ce qui fait équipe, ce qui fait corps. Et Madame Baye, vous parliez tout à l'heure de la construction de l'équipe, donc on voit que nos organisations évoluent, la multiplicité des acteurs voilà, augmente. Comment vous voyez finalement cet étayage pour peut-être pas revenir parce qu'on ne l'a pas perdu, mais pour renforcer ce noyau essentiel du travail en équipe qui est vraiment l'ADN même du secteur hospitalier? Alors, je voudrais peut-être redonner un élément un tout petit peu de pas de côté, c'est de dire les difficultés de recrutement, il n'y a pas qu'en France. Dans le système de santé, c'est international. Donc, faut déjà se dire ça. C'est-à-dire que certes, on a nos difficultés de règles, et c'est vrai. De réglementation, de choses qui s'empilent, de reporting divers, enfin bref, c'est siloté, c'est lourd pour vous, c'est lourd pour les soignants, c'est lourd pour nous, donc de façon générale. Mais pour autant, quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, quand on regarde ce qui se passe même en Suisse, puisqu'ils viennent chercher chez nous des professionnels, et ils ont aussi des difficultés de fonctionnement en Suisse, qui souvent est... on va dire montrer en exemple. De fait, je crois qu'il faut aussi penser à un point dont on n'a pas parlé. Pardon, je reviendrai sur votre question, mais c'est la question de l'acceptabilité sociale, en tout cas de l'aspiration. Tout à l'heure, j'écoutais la table ronde sur l'équilibre vie perso, vie pro. C'est les contraintes de permanence des soins, d'astreinte, de travail de nuit, qui sont des vrais sujets qui aujourd'hui sont réellement des difficultés pour travailler l'hôpital. Parce que si on regarde également quelques chiffres, on a davantage de médecins en France, on a davantage de professionnels. Donc comment se fait-il finalement que la tension soit aussi forte? En fait, il y a une question d'adéquation finalement entre ce qu'on peut proposer dans nos organisations, dans cette permanence des soins et dans le travail de nuit. Et là, j'ai pas la réponse, mais clairement, Frédéric Valtou l'évoquait hier matin, ce sont des sujets principaux qu'il va falloir en tout cas mieux reconnaître, mieux valoriser si on veut pouvoir concilier la contrainte de fonctionnement du service public et notre continuité de service public avec cette évolution de l'attente des professionnels équilibre vie perso vie pro. Pour revenir à votre question, pardon donc de cette digression, mais sur le collectif de travail, je suis vraiment intimement convaincue. Quand on regarde un petit peu les secteurs dans lesquels on a moins d'absentéisme, souvent c'est quand il y a au plus près du terrain un fonctionnement et des binômes médicaux cadres de santé qui fonctionnent bien. Alors je ne veux pas stigmatiser parce qu'il peut y avoir des difficultés aussi dans des secteurs-là et il n'y a pas de jugement de valeur, mais clairement la question de cette notion de peut-être justement pas de pouvoir, mais en quoi le binôme managérial vient au service d'une mission du service, je crois que et comment on rend aussi en participant, acteurs, les professionnels d'une équipe sur le règlement d'un certain nombre d'irritants du quotidien. Je crois qu'il y a là matière à pouvoir accompagner mieux nos équipes et justement créer cette notion d'équipe, de collectif. Et ça, c'est un vrai sujet sur justement les possibilités, alors pas dans les métiers de soins, mais de télétravail ou pas télétravail. Le risque, c'est quand même d'oublier cette notion, vous le disiez, voilà,
de convivialité qu'on a beaucoup perdu avec le Covid et de se retrouver ensemble pour faire face à des problématiques qui sont présentes aujourd'hui et qui seront présentes demain. Parce que tout simplement il faut répondre à des situations humaines qui sont difficiles, celles du patient. Donc vraiment cette notion de collectif pour moi elle est assez fondamentale, et sur un accompagnement managérial, là on est encore au milieu du gué sur ce binôme médical-paramédical, de la responsabilité au plus près des unités de terrain, et on est encore au milieu du gué sur justement le process de décision dans un établissement de santé entre ce qui doit remonter en direction générale, en gouvernance, parce que c'est le niveau de prise de décision, et entre le niveau de prise de décision qui doit rester au niveau d'un service, parce qu'au fond ça n'a aucune plus-value de prendre trois plombes pour prendre une décision qu'on peut régler au plus près du terrain. Et ça, réellement, ça questionne en effet nos fonctionnements, des formations, et je crois que ce sont vraiment des enjeux sur lesquels on a encore à construire ensemble, mais à vrai dire, je pense qu'une fois que le constat est posé, voilà, il y aura matière à travailler. Merci Madame Baye. Justement, pour rebondir sur vos propos, tout à l'heure, Monsieur Le Gouguet, vous nous avez parlé du sens à donner aux équipes. Vous avez parlé d'ambassadeurs et de marque employeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Et on tourne autour depuis tout à l'heure sur le management de proximité, sur la notion de pouvoir. Je crois que ça, c'est... Si on veut devenir manager et qu'on veut le pouvoir, il ne faut pas être manager. Faut remplacer le je par le nous. Faut être humble et voilà, c'est un peu ingrat d'être manager, faut accepter ça. Donc le management, c'est un vrai métier, c'est pas quelque chose en plus, ça prend du temps. C'est pas du temps de soignant, mais ça prend du temps, et il faut laisser le temps aux personnes d'exercer cette fonction de management. Il faut les former, il faut les accompagner, et puis ce management, il doit travailler en équipe. Vous parlez du binôme paramédical médical. C'est décisif. Dans les entreprises, c'est la même chose. On a en gros 4 clusters dans les entreprises. On a en gros le technique, l'administratif support, le commercial et le management. À l'hôpital, vous avez les paramédicaux, les médicaux, fonction support admin et management. Même chose. Enjeu de cloisonnement, même chose. Enjeu de management, la même chose. Et donc, le sens, c'est bien, la marque employeur, c'est bien, mais si elle n'est pas relayée par des managers qui exercent le métier de manager et de leadership et qui décloisonnent, parce que le cloisonnement, s'il existe dans le paramédical et le médical, il existe aussi dans les entreprises, entre le commercial et le service, entre le marketing et les ventes, entre le management, le COMEX, on va dire, et le management intermédiaire. Donc les problématiques sont les mêmes, et l'une des clés que moi j'identifie dans ce qu'on vient de se dire, c'est que le management intermédiaire, le management de proximité, est fondamental dans l'accompagnement, dans le décloisonnement, dans la création de ce collectif. Mais pour ça, il faut donner de l'autonomie. On partage les constats a priori. Et encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que votre enjeu et vos difficultés sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Parce qu'encore une fois, vous êtes sur un territoire, 5000 personnes dans un secteur public. Ce qui n'est pas la même chose d'une entreprise de 400 personnes en France, privée, avec des entretiens annuels, des variables. Voilà, comparaison n'est pas raison. Les constats sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes, mais votre difficulté est beaucoup plus supérieure à celle qu'on vit quand même, pour être honnête. L'heure avance et on avait prévu d'avoir quelques échanges évidemment avec notre assemblée. Peut-être juste une dernière question, je ne peux pas m'en empêcher, docteur Pham, excusez-moi, je vais m'appuyer sur la caricature, mais du coup, on a un enjeu donc managérial, on a un enjeu d'un binôme. Comment fait-on avec un médecin qui n'a aucune formation managériale et un cadre de santé qui passe son temps derrière un ordinateur? Non, il y a au-delà de la caricature, il y a une réalité qui est que comme manager, on a des éléments qui permettent d'exercer notre métier. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait encore en France, par exemple, beaucoup de chefs de pôle qui n'aient pas eu la formation idoine. Donc, il y a les éléments pour manager. Après, ce que je redis, c'est qu'il faut que l'environnement de l'institution le permette.
Et là-dessus, on ne peut pas dire que tous les hôpitaux de France soient au même niveau de maturité. Très clairement, il y a des endroits où c'est très avancé, la délégation comme prévu, et il y en a d'autres où on n'y est pas encore et on n'en est qu'au balbutiement. Le binôme médecin-cadre, au-delà de ça, il ne peut fonctionner que si on partage les choses et si les objectifs sont très clairs. Parce que là aussi, un autre problème, selon moi en tout cas, de l'hôpital, c'est que les objectifs ne sont pas toujours clairs. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'intuitif. On pense partager collectivement quelque chose, ce n'est pas défini. Je vous ai dit au tout début, en discutant en aparté, je vous ai demandé si pour vous, les missions de l'hôpital public étaient claires. Vous m'avez dit oui, mais comme vous êtes un homme intelligent, vous avez dit ma vision. Et c'est ça le problème. C'est est-ce que nous tous, on est à un salon de l'hôpital, est-ce que la nation connaît les missions? C'est la même chose pour le binôme cadre-médecin. Est-ce que c'est clair ce qu'ils doivent faire? Si ce n'est pas clair, alors on rentre dans ce que moi j'appelle les figures artistiques. C'est-à-dire, c'est selon la sensibilité de chacun. Et la place qu'ils occupent est fonction de cela. Et donc, il y a un effort de clarification à faire pour permettre aux managers d'exercer leurs fonctions. Et c'est pas, j'entendais parler de transparence, d'indicateurs. Ce sont des mots peut-être adaptés à une entreprise, mais qui sont effrayants à l'hôpital. Et j'emploie le bon mot. Ils sont effrayants. Nous sommes une entreprise de production de soins. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'indicateurs pour nous guider, mais les indicateurs ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'hôpital. Et donc, vous n'allez pas manager des soignants en leur affichant tous les jours le nombre de postes vacants, le nombre d'arrêts maladie et de choses comme ça. Vous contribuez à augmenter leur niveau de peur. Ce dont ont besoin les soignants, tout le monde le sait, ils ont besoin de temps. Que ce soit les personnels médicaux ou non médicaux, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de retrouver du temps. Pas seulement du temps de loisirs, mais du temps pour exercer leur métier, s'occuper de leurs patients. On est envahi par la technologie. C'est quelque chose qu'il faut dompter. Ça veut dire que nos formations doivent être repensées à l'aune de cette technologie. Sauf que ça ne se fait pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de simulations dans la formation aujourd'hui, mais on simule pas forcément ce qu'on connaît. On parlait du système d'information. La place de l'ordinateur est majeure. Je ne suis pas sûr que dans nos formations, à part pour prendre des notes, et encore, vous regardez le nombre de gens qui savent se servir d'un clavier, vous comprenez leur niveau d'appropriation de l'outil. Okay. Donc, on a besoin de temps, on a besoin de retrouver, de redevenir, de se consacrer à ce qui est notre vocation première pour l'hôpital, c'est s'occuper des gens. On pourra multiplier les métiers. J'avais une discussion avec des consultants l'autre fois qui me disaient qu'il faudrait qu'à l'accueil des urgences, il y ait quelqu'un qui se soucie de ce que va devenir le patient. Mais en fait, si le soignant, l'infirmier ou l'infirmière qui est là avait un peu plus de temps, elle le ferait sans qu'il y ait besoin du nounou. On n'a pas besoin de ça. Il faut leur laisser le temps de faire leur métier. Or, ils sont parasités par le nombre de malades, ils sont parasités par le reporting, un reporting qui n'est pas toujours pensé de manière intelligente, par une pseudo-traçabilité, et tout ça au détriment du patient, au détriment du temps patient. Si on améliore cela, moi je fais le pari que les gens qui viennent aux soins, ils viennent parce qu'ils disent « je veux m'occuper des autres ». Je suis motivé pour m'occuper des autres, je veux regarder les autres. Eh bien on est en train de leur piquer leur métier, on est en train de leur piquer leur métier, leur vocation, au profit de machines, de choses. On invente chaque jour des choses nouvelles, mais ils ne demandent pas tout ça. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, un hôpital, on ne demande pas forcément que d'avoir des IPA dans tout l'hôpital. Il y a des filles qui viennent, et des garçons d'ailleurs, qui veulent être infirmiers, et ça leur suffit très bien, à condition qu'ils puissent le faire. Comme il y a des médecins qui veulent soigner des gens, pas faire chef de service ou chef de pôle. Mais il faut qu'ils puissent le faire. On n'a pas ce temps. Ce temps, il nous a été volé et il nous est volé un peu plus encore. On nous a dit qu'on était mal organisé. Mais en fait, ce n'est pas qu'une question d'organisation. Il y avait un peu de vrai dedans. Mais il n'y a pas que ça. On nous a dit
Peut-être que si vous vous mettiez au goût du jour en termes de... Mais tout ça, on l'a fait. Vous avez vu le nombre de réformes dans le secteur de la santé sur les 15 dernières années. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs qui se sont autant réformés que l'hôpital. Eh bien, on a encaissé tout ça, plus les crises qu'on vient d'encaisser. Et malgré cela, là, on découvre, c'est parce que la maison est décatie, on découvre l'ampleur des dégâts. Tous ces efforts ont été faits. Et ce que les soignants demandent, hein, je pense, si je pouvais juste me faire leur porte-parole, c'est de retrouver un peu de temps pour faire leur métier. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux après. Merci Monsieur Pham. Alors maintenant place à l'Assemblée pour certainement beaucoup de questions. Qui se lance? C'est toujours la première question la plus difficile. J'espère que le... On va avoir assez de... Donc bonjour, Christelle Garrier-Olboul, je suis présidente de Bebron. Donc moi c'est plus un commentaire, j'attends pas de réponse forcément, mais on est en train de vivre donc un nouveau monde suite à cette pandémie, il y a encore une crise qui arrive. Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'ouvrir les uns aux autres et de penser la santé comme un écosystème et de mettre plus de passerelles entre l'entreprise et l'hôpital, car vous l'avez très bien dit, l'hôpital est une entreprise, certes pas privée, certes pas pour produire des choses, mais pour produire du soin. Et nous, on contribue en faisant de la production de produits de soins dont vous avez besoin de vos outils. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner, à travailler beaucoup plus ensemble pour trouver des solutions ensemble et peut-être pour améliorer aussi la qualité de vie au travail de vos personnels, mais aussi de nos personnels. Donc voilà, c'était juste un commentaire. Nous, on est vraiment ouverts à travailler avec vous et à trouver des solutions avec vous, et je pense que tout le monde y gagnerait. C'est la parole du directeur, si c'est une question pour vous. Merci à vous. Hein. Je pense que le travailler ensemble est important. Hein. Vous avez été nombreux à le souligner, en tout cas cet après-midi. Donc effectivement, les collaborations sont importantes, les coopérations. Peut-être un petit mot, Alexandre. Non. Moi, j'ai pas forcément le sentiment qu'on est dans une absence de passerelle, étant donné qu'on est tous ici cet après-midi, et évidemment c'est pas la première fois. Mais votre intervention m'amène une autre question finalement, c'est notamment l'inscription peut-être territoriale sur un champ économique, social, culturel plus large. Est-ce que ça peut être potentiellement un élément de réponse aux questions qui nous animent aujourd'hui? Peut-être Monsieur Varnier, si vous souhaitez apporter un élément. En vrai, je suis pas sûr. Je dis pas que c'est pas intéressant et pas important, parce qu'il y a énormément de projets d'interconnexion à faire entre les milieux économiques, industriels et l'hôpital. C'est un secteur, je vois des gens qui arborent le coq sur leur veste, je ne sais pas si vous en avez, mais il y a beaucoup de choses à travailler. Je pense que le secteur de la santé et de l'hôpital en particulier déjà sont des secteurs sur lesquels on peut beaucoup plus investir et être leader dans le monde sur beaucoup d'innovations. Mais je pense qu'on est très très loin, pardon de le dire comme ça, mais du sujet de l'attractivité. C'est pas ça qui fera venir des infirmières à l'hôpital, je suis obligé de vous le dire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet important, donc non. Et j'aimerais juste rebondir sur le mot entreprise, pas pour faire un grand débat de savoir si l'hôpital est une entreprise ou pas, mais quand même, quand on parle d'attractivité, pour comparer ça aux entreprises, il y a quand même des spécificités hospitalières qu'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on peut pas mettre juste de côté. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles on vous demande de faire tout le temps des week-ends, des vacances, où c'est d'abord l'autre qui prime plutôt que votre planning. Il y a un autre sujet qui est que, contrairement à certaines startups qui veulent attirer les plus grands talents, l'hôpital, c'est pas sky is the limit. Parce que si vous donnez, parce que vous avez envie de recruter des urgentistes, que vous payez 3 fois plus les urgentistes que vous ne recrutez un rhumatologue, bah, il y a un moment, la notion de communauté dans un hôpital, elle tourne plus. Et quand on parle de collectif, il faut qu'il y ait un minimum d'équité, je ne vais pas dire d'égalité, parce que c'est encore plus complexe, mais au moins un peu d'équité dans la rémunération entre les professionnels. Et quand on parle d'attractivité, on n'en a pas parlé jusque-là, mais on a une contrainte qui s'impose à nous, qui est quand même que on ne pilote pas ce sujet, notamment de la rémunération et des conditions de travail, de la même façon dans un hôpital avec un collectif que dans une entreprise privée. Moi, je ne sais pas expliquer je suis un urgentiste ou je pourrais prendre n'importe quelle catégorie professionnelle qui aurait moins de contraintes que le voisin et qui serait payé beaucoup plus. Je ne sais pas l'expliquer dans une communauté hospitalière. Et quand on parle de l'attractivité, ça, c'est une limite évidente, me semble-t-il, au raisonnement entreprise pour l'hôpital. Monsieur Le Gouguec, vous souhaitiez intervenir.
Oui, j'avais un commentaire. Alors, je pense que ce que Christelle voulait dire, c'était les industriels de la santé, on est à vos côtés pour vous défendre auprès des pouvoirs publics aussi, parce qu'on connaît votre contexte. On est en relation avec le corps médical, le corps paramédical, administratif, et on a une vision opérationnelle qui nous permet aussi de défendre l'hôpital public, parce qu'on y tient, parce qu'on y travaille aussi. Et c'est dans ce sens-là que Christelle abordait ce point. Par rapport à la rémunération et l'éthique, dans l'entreprise, c'est pareil. On ne peut pas, pour un commercial, avoir du simple au double. On ne peut pas avoir sur une population technique du simple au double. Donc l'éthique est importante parce que sinon ça s'appelle l'anarchie. Et il faut qu'on la gère de façon différente, mais de la même façon éthique que vous le faites, parce que sinon ça ne dure pas longtemps. Voilà. Et je vous rejoins. Merci Monsieur Le Gouguet. Justement, Monsieur Varnier, vous avez parlé du levier de la rémunération. Est-ce que Mme Baye, vous, de votre point de vue, est-ce qu'il est suffisamment mobilisé et est-ce que c'est une condition suffisante? Alors si je réponds non, je vais me faire des amis. Oui, j'en sais rien. Alors tout d'abord, je partage assez, je pense que souvent on oppose les mondes. Et en fait, oui, il y a évidemment des sujets de rémunération et de curseurs de rémunération qui sont différents entre le secteur privé et le secteur public. Pour autant, pour connaître un peu le secteur privé quand même, on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Donc je vous rejoins finalement tous les deux pour dire peut-être que la compréhension, et pour rebondir sur ce que vous disiez madame, la compréhension de ce qu'est le monde de l'autre, ça permet aussi de relativiser ses propres difficultés. Et en ça, c'est finalement pas si mal que ça. Sur les enjeux de rémunération, un point peut-être à partager. Bien évidemment, nos soignants, les études de l'OCDE le montrent, sont moins bien payés en France, et le Ségur est venu corriger une partie du chemin que la plupart des pays de l'OCDE. Donc j'ai envie de dire, on enfonce des portes ouvertes en disant que oui, il y a des sujets de rémunération. Moi, je crois qu'il y a surtout des sujets, comme je le disais tout à l'heure, de reconnaissance des charges de permanence des soins, d'astreinte, qui sont vraiment des éléments fondamentalement différents et fondamentalement impactant l'équilibre vie perso, vie professionnelle, et qui doivent être reconnus à leur juste valeur et juste prix finalement pour l'effort qui est mobilisé par les professionnels. Je le dirais d'ailleurs pour l'ensemble des métiers de l'hôpital, parce qu'on évoquait tout à l'heure un hôpital, c'est une communauté professionnelle, et si si le système d'information, et on le voit bien, nos messageries sont vite débordées quand il y a un petit problème de lenteur informatique, mais recruter un informaticien à l'hôpital, eh bien si on ne le rémunère pas, on n'est pas du tout attractif, et donc il faut pouvoir aussi avoir des modèles d'attractivité pour l'ensemble des métiers, parce que la continuité des soins s'applique aussi finalement à nos métiers support. Simplement pour contrecarrer, pour autant, je pense que le sujet de la rémunération n'est pas l'alpha et l'oméga de l'attractivité, ça se saurait. Et un point tout à fait, que je peux partager, nous avons largement mobilisé les leviers heures supplémentaires. Alors évidemment, ça s'accompagnait de temps de travail supplémentaire, mais surtout on a mobilisé les surrémunérations, et on le fait dans le cadre de notre accord local Ségur, ce qui nous permet d'avoir une survalorisation des heures supplémentaires. Pour autant, c'est pas un sujet suffisant d'attractivité. Je pense aux métiers en tension, par exemple sur les infirmiers de bloc opératoire, on le voit bien, c'est pas le seul point. Alors oui, bien sûr, il y a encore à faire sur la rémunération, mais je crois que je crois que surtout, il est temps de parler de ces sujets de façon assez dépassionnée. Sinon, on l'a vu avec, si on prend un point plus polémique sur l'intérim médical, ça nous fait tous bondir, nous hospitaliers, vous les praticiens, les PUPH, nous les directeurs. C'est extrêmement compliqué et ça vient créer énormément de tensions. Donc, mettre en effet un peu d'éclairage, peut-être un peu de régulation sur ces sujets-là. En tout cas, moi, je le pense. Je sais que c'est compliqué, évidemment. Voilà, mais je voudrais vraiment non pas évacuer le sujet, parce qu'il y a encore à faire. Le Ségur a fait beaucoup, il y a encore à faire pour autant. Il y a encore des sujets de régulation sur les éléments en particulier médicaux.
en particulier sur les enjeux de contrainte permanence des soins, parce que ça c'est moins compréhensible évidemment pour celles et ceux qui portent la permanence des soins. Voilà. Merci Mme Baye. Je vous propose qu'on clôture nos échanges. Je ne veux pas tenter évidemment une synthèse sur ces éléments voilà, extrêmement nombreux. En tout cas, je retiens quand même toutefois évidemment la question de l'animation du collectif dans une logique pluridisciplinaire. Et ce thème en lui seul nous promet déjà beaucoup de travail et beaucoup d'envie pour pouvoir continuer à relever tous ces défis-là. Je laisse la parole à Laurence pour vous remercier bien évidemment. Merci en tout cas à tous. Un grand merci et chaleureux à nos 5 participants à cette table ronde et bien entendu à l'Assemblée. Je pense que c'était juste presque une introduction à tout le travail qui nous reste à faire sur l'attractivité et sur les recrutements. Vous avez raison, Monsieur Vernier, quand vous avez dit en priorité c'est le recrutement. Je pense qu'on est de nombreux managers aujourd'hui au travail dans l'ensemble de nos établissements de santé, publics et privés, pour préparer cet été, qui est déjà une première étape, une première marche, j'ai envie de dire. Et on sait que après cet été, on ne va pas retrouver un ciel tout bleu avec un grand soleil. Il faut encore travailler pour effectivement adapter nos organisations. On a parlé d'agilité. Je pense, Mme Baye, vous avez eu raison d'insister. Je pense que l'hôpital public, il est très agile, enfin en tout cas, et qu'on a su le démontrer pendant la crise Covid. Et je pense qu'on le sera encore parce qu'on a encore plein de force et on sera encore plus fort ensemble. Ça, j'en suis convaincue. Donc un grand merci à tous et puis on vous souhaite une bonne soirée.